Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à CS à l'érable. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode de la saison 2, eh bien, nous inversons les rôles. Alors, c'est moi, Daniel Cameron, qui animera l'épisode en compagnie, bien sûr, de mon cher ami et co-animateur, Eddie Raphaël. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, Daniel? C'est cool. Ça fait un peu bizarre, mais c'est cool. Moi, j'aime ça. On essaie, on tente de nouvelles choses de temps en temps. C'est cool que toi, tu animes. Et puis moi, je ferai de même. Je continuerai à faire de même. Mais de temps en temps, tu prends la barre, puis c'est une bonne chose. On demandera à nos auditeurs de nous donner du feedback, alors. J'en doute pas qu'il sera positif. T'inquiète pas. Alors, aujourd'hui, on a un épisode chargé. Comme tu le sais bien, il s'en est passé des choses cette semaine dans le soccer canadien. En première partie, on va parler de la Canadian Premier League et en grande partie de l'annonce d'une certaine équipe dont on taira le nom. Et en deuxième partie, on aura des invités qui vont se joindre à nous pour parler de l'équipe nationale féminine. Alors, Hadi, dis-moi, tu penses quoi du Real Saskatoon? Ah, oups, Atlético Ottawa. Moi, j'ai vraiment... Bon, on s'entend que Atlético Ottawa, l'appellation Atlético Ottawa, je pense que ça a étonné personne. Ça fait un peu AOL, mais bon. Non, mais sérieux, ça m'a pas vraiment étonné de l'appeler comme ça. Il y a déjà eu un surnom qui est sorti et j'ai adoré ce surnom-là. C'est Otleti. Otleti, parce que pour ceux qui savent pas, les supporters d'Atlético Madrid surnomment leur club Atleti. Et puis pour Ottawa, ça va être Otleti. Puis je trouve ça très ingénieux. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi le fait que il y a une certaine logique Atlético Ottawa par rapport au club de Madrid. Et puis j'aime ça. Je trouve ça très très joli. Ça m'a pas surpris, mais au contraire, j'ai pas été déçu. Et je pense que si jamais ils voulaient être un peu trop originaux, je pense qu'ils auraient un peu gâché ça. Et je trouve que garder ça comme ça simple, j'aime ça. Toi, t'en penses quoi? Eh bien, pour le nom, je pense que ça allait de soi. Et autre chose que le nom, bien sûr, il y a eu le logo. On rappelle à nos auditeurs que mardi, le 11 février, il y a eu le dévoilement du nom et du logo au TD Place, qui était le stade qui appartient géré par Ossègle pour les Red and Blacks au football canadien et qui est au défunt Fury. Donc, le logo, honnêtement, je l'ai trouvé cute, mais en même temps... ça fait pas mal américain, là, malgré qu'il y a la silhouette du Parlement canadien. Là. Toi, qu'est-ce que tu en penses du logo? Sincèrement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que oui, c'est normal que ça relance un peu l'Atlético. Ça m'étonne pas. C'est sûr que Ottawa, on le sait tous, c'est la capitale nationale. Donc, la colline du Parlement, je pense, c'est quand même très symbolique de la ville d'Ottawa. Donc, moi, j'aime ça. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la petite feuille d'érable en dessous, qui est quand même très jolie et qui paraît quand même assez bien. Pour moi, c'est un vrai logo d'un club de foot. C'est un club de soccer qui est normal, qui suit bien évidemment son club parent, qui sera l'Atlético Madrid. Mais j'aime bien ça, je trouve que ça va être très beau sur les maillots. Moi, je trouve pas que ça a été très américanisé. Au contraire, je trouve qu'il y a un côté un peu européen avec, les bandes en bas, les bandes blanches et rouges. J'aime ça. Après, oui, il faut bien s'adapter à notre région. C'est les bandes qui font américain, surtout parce que ça rappelle le drapeau. Ça fait un peu un crest de Captain America, là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est aussi les couleurs de l'Atlético Madrid. Donc, d'un autre côté, la seule chose qui change avec le logo de l'Atlético Madrid, c'est le bleu qui arrive. Mais même là, ça fait américain aussi. Donc, tu aurais pu dire que le logo de l'Atlético Madrid, il ressemble encore plus à un drapeau américain, pour te dire très franchement, là. Mais il y a le bleu aussi. Il y a du bleu aussi, d'ailleurs, sur le logo de l'Atlético Madrid. C'est ça, même chose que les États-Unis. Donc, bref, moi j'aime bien. Je pense que ça rappelle ça et c'est normal. Et il faut rappeler le club parent dans ce genre de cas-là.
Puis j'aime la petite touche. Si tu vas voir le logo de l'Atlético Madrid, ben, tu as le fameux animal, je pense que c'est un C'est loup, un si je me trompe félin. pas, Ah, ou un je sais pas si félin. Je sais pas si c'est un loup ou un... Non, c'est un ours, non? Ouais, je pense que c'est un ours. Bon, bref, c'est... je sais pas, moi j'aime bien ça. Ça suit un peu la logique de l'Atlético Madrid. Moi, je trouve que c'est beau. Je sais pas. Après, c'est. j'ai vu beaucoup d'avis différents, des gens qui ont trouvé ça dégueulasse. Il y a même une personne qui a trouvé que c'était complètement débalancé. Moi, sincèrement, je trouve au contraire, je le trouve très joli, très bien pensé, qui fait honneur à Ottawa tout en relançant le club parent. J'aime bien. Donc voilà. C'est parfait. Et en passant pour le logo de l'Atlético Madrid, c'est bien un ours. Ouais, c'est un ours, J'ai c'est ça, c'est ce que je j'ai pensais, ouais. vérifié. Ouais. Oui, sinon, il y a eu comme un événement animé par Arcadio Marcuzzi. C'était très bien d'ailleurs. On le remercie pour sa participation. Il a pu offrir une présentation bilingue, même trilingue. Et il y a eu le CEO de l'Atlético Madrid qui était là. Il y a eu Jeff Hunt qui va faire office de partenaire stratégique dans la nouvelle équipe d'Atlético Ottawa. Pour ceux qui le connaissent pas, Jeff Hunt a été impliqué, pas mal impliqué dans sur la scène sportive à Ottawa, notamment avec les Ottawa 67 qui étaient dans la Canadian Hockey League. Et aussi, il a été impliqué avec les Ottawa Red and Black. Donc, il connaît très bien la scène sportive à Ottawa. D'ailleurs, il a voulu, il a insisté sur le fait que le OZEG a été un bon partenaire dans le soccer à Ottawa, notamment avec le Fury, et maintenant en fournissant le stade. D'ailleurs, en passant, Jeff Hunt vient de Terre-Neuve. Vient pas de l'Ontario, là. Donc, si un jour, peut-être qu'il va être impliqué dans une équipe à Terre-Neuve un jour. Euh, c'est ça. Donc, actuellement, ça a été assez instructif comme présentation. On a notamment appris que effectivement, il y a une liste de joueurs canadiens qui a été transmise par la Canadian Premier League à l'Atlético Ottawa. On a appris aussi un entraîneur qui a un lien avec l'Atlético Madrid et avec le soccer canadien, Mista, qui a été joueur désigné au Toronto FC en 2007. C'est là qu'il a terminé sa carrière. Et il a été présenté également. Donc, c'est un peu le lien entre le soccer canadien et l'Atlético Madrid. Là, toi, est-ce que tu te Très, rappelles ce très, passage? Ouais. Très sincèrement, moi, je vais dire, pour une raison personnelle, j'étais très déçu de la nomination de Mista parce que Mista, pour moi, c'est l'ennemi parfait. En tout cas, ça symbolise l'ennemi de parfait, bien évidemment, parce que, bon, il a joué pour Toronto, ça c'est sûr, mais c'est pas ça, en fait, qui fait en sorte que je le qualifie d'ennemi parfait, mais lors de la finale de l'UEFA Cup, dans le temps, c'était le nom de l'Europa League, c'était l'UEFA Cup. En 2004, Mista jouait avec Valence. Et pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, tout le monde sait que je suis un peu supporter de l'Olympique de Marseille. Puis Valence jouait contre l'Olympique de Marseille en finale, puis c'est Mista qui a marqué le deuxième but. Donc moi, quand j'ai vu le nom Mista, j'étais pas très très content. Après, bon, c'est anecdotique. Finalement, on va voir ce qu'il vaut en tant qu'entraîneur. Je connais pas non plus ce qu'il vaut. Je pense pas qu'il a pas vraiment entraîné. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur. Donc, on va voir ce que ça va pouvoir donner. Après, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il parle pas anglais. Je comprends très bien que c'est important qu'il parle espagnol, on le sait très bien que bon, l'Atlético Madrid a besoin de quelqu'un qui parle espagnol. Il a même dit qu'il ne va pas pouvoir répondre à des questions en anglais, ce qui est normal vu qu'il ne parle pas la langue. J'espère qu'il va faire l'effort d'apprendre l'anglais parce que ce sera important. Après, bien évidemment, d'apprendre le français, ce serait encore mieux. Mais bon, on s'entend qu'avec l'anglais, déjà, il se débrouillerait déjà assez bien. Mais au moins, apprendre une des deux langues du pays ou bien les deux langues, ce qui serait encore mieux. Encore mieux. Mais ce serait vraiment dommage, surtout qu'il a déjà joué à Toronto. Donc, j'espère que
J'espère qu'il avait quelques notions de la langue déjà à ce moment-là en jouant à Toronto. Sinon, bon, il n'a pas joué longtemps. Hein. Il a joué Il juste la saison jouait une 2010, saison, une ouais. dizaine de matchs, ou 9-10 matchs, si je me rappelle bien. Donc bref, voilà. Je suis un peu mitigé par rapport à ça. Après, bon, comme j'ai dit, c'est un énorme joueur. Puis si jamais il va pouvoir amener à ce moment-là des joueurs hispanophones, bien évidemment, peut-être aller scruter des joueurs dans l'équipe réserve de Saint Louis, par exemple, parce qu'on sait qu'Atlético Madrid a aussi un club au Mexique. Donc peut-être des jeunes Mexicains qui viennent en prêt pour une saison pour pouvoir ramasser des minutes. Ce serait quand même aussi quelque chose de très intéressant, non? Oui, ben peut-être que, tu sais, Kurt Larson avait parlé d'un plafond de 2 prêts. Puis ça, même, il me semble que la saison dernière, de joueurs prêtés par club, pardon. De joueurs, Ouais, ça veut dire, supposons que l'Atlético Ottawa pourrait pas se faire prêter plus de 2 joueurs par l'Atlético Madrid. Et logique. peut-être plus de 2 joueurs par l'Atlético San Luis, mais ça fait quand même 4, là, c'est quand même pas pire. 4 sur 7 places Déjà deux, internationales. mais Ouais. déjà deux, c'est pas pire, selon moi. Donc déjà, t'es pas mal avec deux joueurs sur un 11, peut faire beaucoup. Après, c'est sûr, vous attendez pas à ce qu'on voit le prochain Angel Correa venir signer ici non plus à Atletico Ottawa. C'est possible, mais je pense pas que ce sera dès la première année. Je pense qu'on va juste avoir des joueurs qui ont du mal à avoir des minutes de jeu, que ce soit à l'Atlético Madrid ou même l'équipe réserve de l'Atlético Madrid ou que ce soit à San Luis. Mais n'empêche, ce sera des joueurs qui pourront exploser ici en CanPL et c'est ça qui est super intéressant. Puis c'est des joueurs qui peuvent aider bien évidemment au développement des joueurs d'ici, donc des joueurs canadiens, parce que en jouant avec des joueurs talentueux, ben, c'est comme ça que tu apprends. Donc bref, moi je trouve que c'est très intéressant toute cette histoire-là de l'Atlético Ottawa. J'aime ce partenariat, j'aime tout. Après, si jamais la Ligue devient une ligue avec 7-8 clubs satellites, à ce moment-là, ce serait dommage, là, mais en avoir un ou deux ou trois, je dirais pas non, au contraire, ça va beaucoup aider, surtout au début de la Ligue. Ouais, ben là, tu sais, on s'entend que dans ce cas-ci, c'était ça ou rien, là. Euh, Pardon, la Ligue avait besoin, ça a donné à la Ligue un petit cachet international. On en a parlé dans les journaux en Europe. En contrepartie aussi, ça a permis d'avoir 8 équipes. Ça a permis de ressusciter le soccer à Ottawa sans laisser une saison morte dans laquelle les sporteurs auraient pu se trouver d'autres. Les gens qui avaient payé des billets de saison et tout au Fury auraient pu passer à autre chose. Donc, je trouve que c'était tout à fait nécessaire. C'était le timing parfait. Après ça, comme tu as dit, s'il y en aura d'autres, ben, il faudra peut-être établir une certaine proportion. De toute façon, je crois pas actuellement que les clubs se bousculent pour créer des franchises au Canada, là. Les clubs européens ou étrangers ou peu importe de quel continent, là. Donc, ça me surprendrait que peut-être éventuellement, ça pourrait devenir un créneau, là. Et surtout que l'Atlético Madrid, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont une équipe au Mexique, donc ça, ça fait en sorte que leurs joueurs, les joueurs mexicains, pourraient être prêtés ici, puis ça pourrait ne pas être trop loin. Pour les joueurs de Madrid, ça pourrait être plus difficile en raison du calendrier qui est inversé. Sinon, lors de la conférence de presse, il y a un sujet très, très important qui a été abordé. C'est la Voyageurs Cup ou le championnat canadien. Donc, David Canagan a indiqué qu'il travaillait là-dessus pour en parler avec l'association de soccer canadienne. Donc, là, le Ouais, problème, parce que la décision revient pas à David Canacan. Donc, pour les gens qui pensent que David Canacan pourrait tout faire, c'est pas vraiment vrai. Donc, juste, c'est vraiment, ça revient, on en a parlé lors du dernier podcast, ça revient à la fédération. Donc, c'est la fédération Canada Soccer qui va pouvoir décider si effectivement ils peuvent ajouter l'Atlético Ottawa. D'après ce que j'ai compris, il y a certaines pressions qui sont mises pour que ça arrive dès cette année. En tout cas, moi, je pense pas que ça va changer grand-chose pour l'Atlético Madrid, que ça arrive cette année ou non. Je pense que c'est un bonus. Je pense pas non plus qu'ils vont dire si ça arrive pas, on n'est plus là. Non, c'est fini. Déjà, leur réputation serait vraiment entachée si jamais ils se retirent juste à cause de ça. Donc, moi, ouais, on va suivre ce dossier de près.
Mais je pense pas que ça va vraiment changer grand-chose si jamais Canada Soccer accepte ou refuse ce genre de requête-là. Ben, c'est sûr que s'ils acceptent, ce serait bien pour eux de se joindre dès maintenant. S'ils refusent, ben, le CEO de Atlético Madrid a insisté sur le fait que ils sont là pour rester. Là. Donc, je pense pas que de décaler d'un an et se familiariser un peu avec l'environnement du soccer canadien, avoir un meilleur effectif et tout, ça pourra faire en sorte que qu'ils pourront réfléchir à ça. Ils auront d'autres années pour le faire, parce que on s'entend que si la Canadian Premier League, certains vont être perplexes sur son avenir, que si on suit aux précédents épisodes canadiens, la Voyageuse Cup va être encore là. Donc, il y aura l'occasion, je pense qu'ils auront l'occasion de la jouer dans d'autres éditions. Donc, as-tu d'autres choses à ajouter par rapport à l'Atlético Non, Ottawa? je pense qu'on a tout couvert. On attend de voir l'effectif et ainsi de suite. Et bien évidemment, sur CSA l'érable, on vous tiendra au courant de ce qui se passe en Canadian Premier League. Je pense qu'on a tout dit sur ce dévoilement-là qui a été quand même assez intéressant avec notre ami Arcadieux. Exactement. Donc, on leur souhaite bonne chance. Puis j'ai hâte d'avoir plus de nouvelles parce que ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Donc, si on n'a plus rien à ajouter, on va prendre une courte pause et après la pause, on va accueillir deux invités pour parler de l'équipe nationale féminine. À tout à l'heure. Bonjour à tous, nous sommes de retour à CS à l'érable. Maintenant, nous sommes joints par deux invités de marque. Je vous présente, George Sanchez, entraîneur à la retraite des Stingers de Concordia et des équipes du Québec. Comment ça va, Georges? Très bien, merci. Et je vous présente également Alexandre Gangué-Ruzic du site web Between the Sticks. Comment ça va, Alex? Oh, ça va très bien. Plaisir d'être invité sur le podcast. Et Hadi, toujours sur la ligne? Toujours sur la ligne, toujours sur la ligne. Ben, je veux juste souligner que je suis très content d'avoir Alexandre et Georges ici. Georges, ben, c'est pas la première fois qu'on le reçoit avec Culture Soccer. On avait fait plusieurs podcasts avec lui pendant la Coupe du Monde féminine. Puis Alexandre, c'est sa première fois. Ben, peut-être une première pour plusieurs autres collaborations. Il a déjà écrit un article sur Culture Soccer. Donc, bref, très content à ce qu'il nous ait rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, ben, évidemment, du côté féminin, il y a eu une grande nouvelle. C'est la qualification de l'équipe nationale féminine. Et par le fait même, l'équipe s'est rendue en finale avec une défaite contre les États-Unis. Vous avez pensé quoi ben, on va commencer par Georges. Toi, t'as pensé quoi du parcours de l'équipe nationale canadienne pendant le tournoi de qualification olympique? Je dirais résultat tel que prévu. 2 matchs très faciles, 2 matchs un peu plus serrés, puis une défaite contre les États-Unis en finale. Je pense que c'était un peu à prévoir. Par rapport à la performance, je pense que ça pose plus de questions que répond des questions. Il y a des doutes. Moi, je vois une équipe qui ne progresse pas, une équipe qui ne rajeunit pas. Puis j'avais parlé avec Adi. Pour moi, ce tournoi a fait encore valider certains soupçons que j'avais sur la qualité de cet entraîneur-là, qui semble des fois prendre des décisions qui ne se l'expliquent pas. C'est la simple façon de le dire. Et moi, je trouve que ce tournoi olympique va cacher des défauts qui sont dans le programme féminin canadien. Comme il a fait en 2012, comme il a fait en 2016, on va peut-être avoir un bon résultat, puis on va être tous contents, pensant qu'on va dans la bonne direction. Mais j'ai des doutes. Et toi, Alex, t'as pensé quoi du parcours et des performances de l'équipe nationale féminine pendant ce tournoi de qualification? J'avais beaucoup d'émotions mixtes, je vais dire. Performance, avant le tournoi même, j'avais des doutes peut-être défensivement, offensivement, mais au moins ils ont eu un retour à leur forme défensive, et même contre les États-Unis, pour 60 minutes, j'étais quand même impressionné jusqu'à ce que Jade Rivière a donné le ballon à Williams, je pense, quand elle a marqué. Je pense défensivement, il y a eu du progrès, peut-être pas progrès, mais un retour à ce qu'il faisait avant. C'est juste des questions offensives, et comme Georges avait dit, je commence à avoir des doutes depuis un peu l'été dernier, et puis ça continue à
agrandir un peu mes doutes sur le plan tactique et offensif. Je ne sais pas si Heiner Müller est peut-être le bon choix pour le programme, mais je pense que c'était un peu un tournoi comme prévu. Et puis, comme en entrant, il y a plein de questions à se demander, plein de questions à se poser, à répondre. Et puis, je pense, avant les Olympiques, j'espère qu'ils puissent les répondre, mais pour le moment, je ne suis pas sûr s'ils peuvent le faire. Et toi, Heidi, écoute, excuse-moi, Daniel, je prends la parole direct. Mais en fait, je suis un peu mitigé, ok? Donc, pour ceux qui me suivent et ceux qui m'écoutent, que ce soit sur CS à l'érable ou dans d'autres plateformes, j'ai toujours été contre Kenneth Heiner-Müller, surtout après sa Coupe du Monde 2019, vraiment un fiasco total pour moi. Par contre, il y a des choses que j'ai un peu mieux aimées avec Kenneth Heiner-Müller durant ce tournoi pré-olympique. On a vu une équipe un peu plus offensive, avec beaucoup plus de jeux sur les ailes, avec un petit remaniement d'effectifs en début de tournoi contre le Canada, contre le Saint-Christophe et Nieves et contre la Jamaïque, que j'ai bien aimé. Je pensais qu'il avait appris, j'avais écrit un gros article là-dessus sur Culture Soccer, je pensais qu'il avait appris que malheureusement, rester sur ses positions avec la même colonne vertébrale n'était pas bien. Qu'est-ce que je voulais dire par colonne vertébrale? Pour moi, c'était impensable de voir de nouveau des joueuses que j'adore et qui ont été extraordinaires pour le Canada durant des années et des années, mais de nouveau revenir avec des joueuses comme Alicia Chapman, comme Desiree Scott. Je pense que c'est une époque révolue. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. On a vu que Gabrielle Carl a fait un excellent match lorsqu'elle a joué en étant à gauche. L'expérience n'a pas été renouvelée. On a remis de nouveau Alicia Chapman, même en finale quand ça allait pas bien. Au lieu de faire rentrer du 109, on est revenu avec les choses anciennes qui n'ont pas fonctionné en Coupe du Monde. Desiree Scott, j'aime beaucoup cette joueuse-là, mais malheureusement, écoute, quand tu perds 2-0, c'est à ce moment-là que tu enlèves Desiree Scott parce qu'elle est tellement unidimensionnelle que tu as besoin de joueuses qui soient, si jamais tu as besoin de revenir au score, tu n'as plus besoin de ces joueuses unidimensionnelles-là. Donc bref, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Je pense un très bon début pour Kenneth Heiner-Müller qui, dans ma tête, c'est là, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'en fait, c'est un bon coach. Puis après, on a vu, et là, c'est là où je rejoins et Alexandre et Georges, où on a vu que effectivement, il n'avait rien compris, il n'avait pas vraiment appris du bon début de tournoi, parce qu'on a beau dire qu'on jouait contre des équipes faibles, par contre, la Jamaïque, c'est une équipe qui est arrivée en Coupe du Monde, battre, même si elle n'était pas extraordinaire en Coupe du Monde, mais quand même 9-0, c'est un bon score contre une équipe qui s'est qualifiée en Coupe du Monde, et sans Christine Sinclair en plus dans ce moment-là. Donc bref, je trouve qu'il y a des jeunes qui auraient dû avoir leur place beaucoup plus dans les gros matchs. Je pense à Diane Rose qui a fait un très très bon match contre la Jamaïque. Je pense à Adriana Leon qu'on a vu juste lors du premier match où elle a marqué 4 buts, puis après on l'a plus vu tout le reste du tournoi. Je pense à Jade Rivière qui a été sortie parce qu'elle a fait une erreur alors que c'était une des meilleures latérales pour moi de la compétition. Qui a été sorti en finale pour Alicia Chapman. Je pense que c'est le moment de s'appuyer sur cette nouvelle génération-là, de Gabi Carr, de Julia Grosso, qui ont été très, très bonnes aussi. C'est le moment de lancer ces joueuses-là. Et ça, c'est juste les joueuses qui étaient présentes. Il y a plein de joueuses qui étaient supposées être là et qui n'étaient pas là. On a parlé souvent d'Émilie Vian, on a parlé de plusieurs joueuses qui sont là et qui sont pas là et qui auraient dû être là. Bref, ça c'est mon avis. J'aimerais bien entendre l'avis d'Alexandre et Georges sur ça et le tien aussi, Daniel, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est le bon groupe de joueurs que Kenneth Heiner-Müller a choisi? Est-ce que c'est ce même groupe-là qui devrait aller aux Jeux Olympiques à Tokyo? Bon, pour continuer ton point, je pense, comme tu as dit, comme par exemple Desiree Scott, je pense qu'elle était un très bon exemple un peu de l'énigme de Heiner-Müller, on va dire, parce qu'elle est comme tu as dit, elle est très unidimensionnelle. Ce qu'elle fait, c'est très super, mais je pense pour les limites que le Canada a, et puis dans le milieu de terrain, c'est vraiment là où je pense qu'il y a une faiblesse, et puis c'est évident. Et c'est très évident quand ils jouent contre des meilleures équipes comme les États-Unis, même le Costa Rica et le Mexique a un peu montré ça. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir des vétérans dans
dans le groupe, c'est bien quand même mettre 20 jeunes. Peut-être c'est pas la meilleure stratégie pour le moment, mais je pense que ce que j'ai un peu remarqué de Heiner Muller, il a un peu peut-être peur de bousculer ses vétérans et puis de mettre un peu de changement, du chaos, mettre Ashley Lawrence au milieu au lieu de Scott, par exemple, juste pour essayer quelque chose. Et je pense peut-être ça va être un peu ce qui le tue à la fin. Tuer, c'est un mot fort, mais mais on a compris, ouais, c'est un bon mot, c'est un bon mot parce que c'est possible que c'est ça qui va lui mettre la corde au cou, je pense aussi. Georges, t'en penses quoi, toi, de toute cette histoire-là? Mais moi, j'ai souvent sorti le point. Est-ce que les Jeux olympiques, c'est la fin d'un cycle compétitif ou le début du prochain cycle? La réalité, c'est que les Jeux olympiques, c'est une compétition moins relevée que la Coupe du monde. On va aller cet été, il n'y a pas de la France, il n'y a pas d'Allemagne. C'est un groupe plus petit, il y a juste 12. Puis parce qu'il y a une répartition des équipes à travers le monde, la qualité de jeu ne va pas être pareille. Donc, en 2011, le Canada a fini dernier à la Coupe du monde. En 2012, on gagne une médaille de bronze, on est tous contents. On se prépare pour la Coupe du monde 2015, on rate la Coupe du monde 2015, on revient en 2016, on gagne une médaille de bronze encore, puis on pense que le programme est en bonne santé. On arrive en 2019, on rate la Coupe du monde pour une troisième année de suite ou une troisième fois de suite. Je pense qu'il faut regarder vers l'avant. C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de gagner une autre médaille aux Olympiques ou est-ce que le but serait de mieux performer à la Coupe du monde en 2023? Puis si on veut mieux performer en 2023, il y a un groupe de joueuses qui doivent apprendre maintenant, à partir de maintenant. Avoir Rebecca Quinn, Des Scott puis Sophie Schmidt, les trois sur le terrain en même temps, ça ne fonctionne plus. Ils ont tous à peu près le même profil. Avoir Christine Sinclair sur le terrain, c'est superbe. Elle a encore de mener le jeu, mais il faut préparer la relève. Parce que si jamais elle se blesse, c'est quoi la suite? Est-ce que les jeunes sont prêts à prendre la relève? Puis, sans être trop chauvin, moi, je trouve ça ridicule qu'il y a une joueuse de Québec sur l'équipe nationale. On a tellement de qualité. Evelyn Vienne vient de finir sa carrière universitaire. On l'a tout cassé aux États-Unis. Elle n'a même pas une chance de se faire valoir. Il y a Mélissa Roy qui a joué à Laval puis UQAM. Elle a tout cassé au niveau universitaire canadien. Elle a joué 2 années en Europe dans un club pro en France. Elle n'a même pas une chance. Il faut garder une compétition interne. Il faut ramener du sang neuf sur une base continuelle. C'est une des choses que Herdman faisait bien. Il ramenait toujours des jeunes pour pousser les autres joueuses. Puis, je me pose des questions. Cet entraîneur-là, il a eu le poste trop facilement. Il était là, il était convenable, il n'y avait pas d'autre option, il n'y avait pas de temps pour faire une recherche de candidature approfondie. Puis je pense qu'il est trop confortable dans son rôle d'entraîneur-chef. Puis on le voit dans ses décisions. Il n'a pas peur de perdre sa job, donc il peut faire n'importe quoi. Et je voulais vous demander, par rapport au nouveau cycle, est-ce que, là, on a vu que Sinclair a battu le record. Est-ce qu'on devrait lui donner son tournoi olympique puis que ça soit vraiment bouclé la boucle comme ça? T'en penses quoi, Alex? Je pense que avec Sinclair, peut-être, comme ça progresse, peut-être ça serait temps de diminuer son rôle, mais je pense quand même son leadership, je pense que c'est quand même un outil très valable. C'est quand même avoir quelqu'un qui a marqué tant de buts, qui a pratiquement vu tous les exploits, des grands exploits de ce programme. Et tu peux voir l'influence qu'elle a sur quelqu'un comme Jordan Huitema, qu'on peut voir quelle est la prochaine. Et puis tu peux voir ce qu'elle donne en termes de mentor et tout ça. Alors je pense pas peut-être, c'est pas peut-être temps de lui couper, mais quand même je pense Sinclair elle-même, elle est reconnaissante si elle commence à diminuer son niveau de performance, elle va être prête à peut-être se distancer un peu, mais je pense même peut-être dans le futur, on voit plus Léon et Huitema comme titulaire et puis Sinclair sur le banc par exemple, et puis elle joue ses 20-30 minutes, on fait le revers et je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais peut-être plus pour les autres joueuses comme Scott et Schmidt et Chapman, ça va peut-être être plus draste, mais je pense avec Sinclair, elle a quand même montré qu'elle peut performer, elle est très intelligente dans son jeu, elle peut quand même jouer des passes, mais c'est juste trouver peut-être un rôle plus raisonnable pour elle quand elle commence à progresser parce qu'elle a 37 ans, alors ça commence vraiment à arriver à la fin ici, mais je pense peut-être un autre cycle si c'est bien fait.
Et toi, Hedy, est-ce que tu penses que les Jeux Olympiques, c'est la fin, c'est pour elle, ou est-ce que, comme a dit Alex, ça peut être la fin quand on va commencer à diminuer son influence, ou est-ce que c'est peut-être mieux juste de couper et de la laisser partir par la grande porte? Non, moi je suis d'accord avec Alex. Je pense que c'est trop un symbole pour qu'elle soit complètement plus là. On voit le mentorat qu'elle donne à Huitema. Tu en as parlé, Alex, et je veux reprendre ça. On l'a vu, Huitema a été nommée en jouant peut-être moins que la moitié des matchs. Elle a été nommée meilleure buteuse du tournoi pré-olympique. Et ça se voit qu'il y a une belle relation entre les deux, de grande sœur, petite sœur. Puis moi, j'aime bien ça. Mais je suis d'accord que, point de vue, le rôle, ça doit plus être après les Jeux Olympiques, ce sera plus la titulaire. Il faudrait que les titulaires, ce soit effectivement Jordyn Huitema, qu'on voit beaucoup plus de Diane Rose, qu'on voit beaucoup plus d'Adriana León. Adriana León a quand même 26 ou 27 ans maintenant. C'est plus la petite jeune de 21 ans, là, contrairement à Diane Rose. Et chaque fois qu'elle est sur le terrain, c'est très rare qu'on voit de mauvaises choses d'Adriana León. Et puis chaque fois, je me demande, je comprends pas comment ça se fait qu'elle est encore sur le banc, cette femme-là. Bref, on a vu par exemple Nichelle Prince lors de la Coupe du Monde féminine, qui est une des rares satisfactions, je pense, de ce programme-là lors de la Coupe du Monde féminine. Donc bref, il y a de la place pour d'autres joueuses. Et j'aimerais reprendre ce que Georges a dit, parce que c'est quelque chose de très intéressant, ce qu'il a dit. Scott, Quinn, Schmidt, c'est vrai que c'est pas normal que les trois se retrouvent sur le terrain. Je dirais pas que c'est 100% le même style de joueuse. Peut-être Quinn et Scott, oui. Schmidt est capable d'amener des tirs de loin, d'être un peu plus dangereuse offensivement. N'empêche, les trois ensemble sur le terrain, peut-être 2 des 3, d'accord, mais les 3 ensemble sur le terrain, c'est un peu trop. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils remarquent que nous n'avons pas une équipe de... Excusez-moi du terme, c'est très utilisé d'habitude dans le foot français. On n'a pas une équipe de chèvres. Du point de vue, on n'a pas une équipe de mauvaises joueuses. On a des joueuses talentueuses. Il faut savoir leur faire confiance et continuer à jouer notre jeu. Et non pas à chaque fois qu'il y a une opposition très dangereuse en face. Ah, c'est fini, on joue défensif, on joue la contre-attaque, j'ai peur. Non, il faut continuer à jouer notre propre jeu parce qu'on a des joueurs de talent. Alexandre en a parlé à un moment donné. Ashley Lawrence au milieu de terrain, c'était une bonne chose. Ben oui, c'était une bonne chose. Pourquoi on l'a rechangé en tant que latéral? Pourtant, on a de bonnes latérales. On a Jade Rivière, on a Gabi Carl. On a ce qu'il faut en poste de latéral. On a vu combien Lawrence est capable de donner au milieu de terrain. Bref, beaucoup de questions à se poser. Je trouve que Heiner Müller doit commencer à être un peu plus... risquer un peu plus en jouant le beau jeu. Je sais pas, je suis curieux d'entendre Georges par rapport à ça, lui qui a été longtemps entraîneur. Mais il faut tenir en compte, on devient meilleur en se mesurant au meilleur. Et le soccer féminin progresse partout au monde. Les clubs, le système de clubs en Europe, on parle d'Adriana León, elle joue en Angleterre, elle joue dans un club pro, elle s'entraîne à tous les jours dans un club pro. Le modèle du soccer féminin, d'aller à l'université aux États-Unis puis jouer dans la NWSL, ça change. Et il faut qu'on aille chercher une compétition plus relevée. Depuis la Coupe du Monde, combien de matchs de qualité est-ce que le Canada a joué? Je pense 1, 2 peut-être en 6-7 mois. Les joueuses vont jamais progresser en jouant 6 ou 7 matchs, donc 2 sont bons, puis les restes, je m'excuse là, les 2 premiers matchs à la compétition CONCACAF, ça valait 0. Même contre la Jamaïque, oui, la Jamaïque est allée à la Coupe du Monde à cause de faux pas du Mexique, mais il n'y a rien de se valoriser en gagnant 2 matchs 13-0, 9-0. Il faut aller chercher des matchs. Il faut qu'une joueuse aille jouer en Europe, qui joue dans la Champions League, qui joue dans la Ligue professionnelle anglaise. Parce que quand on va arriver en 2023 à la Coupe du Monde, l'Espagne va progresser, l'Italie va progresser, la France va être là, l'Allemagne va être là, la Norvège va être là, l'Angleterre va être là, la Suède va être là, l'Hollande sont encore jeunes. Là, on parle de 8-9 équipes, tous plus forts que le Canada. Donc, on va rater une autre génération. Si on continue à faire jouer les vétérans, on va rater toute une autre génération de jeunes. C'est pas normal qu'il y a peu de joueuses de 20, 22, 23, 24 années qui vont être dans l'équipe maintenant. De la même façon que Kedisha Buchanan puis Ashley Lawrence sont rentrés dans l'équipe en 2015, c'est qui la prochaine grande joueuse qui rentre? Personne. Jade Rivière peut-être, mais chaque fois qu'elle fait une erreur, on la met sur le banc.
C'est pas comme ça qu'elle va apprendre, je suis d'accord. Ouais, et je voulais vous demander, tu sais, là, on a vu Huitema terminer meilleure buteuse du tournoi. Tu sais, je sais que c'est symbolique, mais tu sais, ça prouve un peu qu'elle va assurer, pourrait avoir les épaules pour assurer. Mais pour développer le talent, est-ce que vous croyez que avoir une ligue professionnelle comme un peu la Canadian Premier League, mais au niveau féminin, est-ce que ça pourrait être la solution? Toi, t'en penses quoi, Haredi? Ben, c'est primordial, je trouve. Après, je sais qu'on va me parler de coûts, je sais que c'est pas donné. Je connais un peu la vie de Georges par rapport à ça, mais on va le laisser parler un peu plus tard. Par contre, je trouve que c'est primordial. Si jamais on a des clubs qui ont les moyens, des clubs qui sont capables de mettre une structure en place qui fait du sens, je veux pas non plus qu'on revienne avec des petits clubs de quartier qui ont zéro moyen et qui sont pas capables de jouer plus de 3-4 matchs durant l'année. Hein. Il faut vraiment que ce soit fait comme il faut. J'ai bien aimé ce que David Klanaken a dit à ce sujet en disant que c'est pas encore dans les plans, mais oui, dans le futur, on garde cette option, on veut cette option, mais c'est pas encore dans le futur proche. Donc, ils veulent faire ça, c'est un projet qui leur tient à cœur, mais en date d'aujourd'hui, ils veulent aller étape par étape à solidifier la CNPL masculine en premier avant d'arriver à ça. Mais oui, je pense que pour pour l'équipe nationale féminine, pour le soccer féminin au pays, il faut, c'est sûr, à un moment donné, à terme, avoir notre propre ligue. Mais la première option maintenant, et je pense maintenant dans le futur proche, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, c'est effectivement voir beaucoup plus de joueuses aller jouer dans des compétitions beaucoup plus relevées, comme l'a mentionné Georges un peu plus tôt. Et toi, Alex, tu en penses quoi? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense une comparaison qu'on peut faire, même s'ils ne sont pas peut-être même position, mais pour moi, ce que je vois, c'est quelqu'un comme Jessie Fleming, qui n'a que 22 ans, mais elle a fait ses 4 ans à UCLA. Je pense que je la vois, je n'ai pas encore vu, elle n'a pas encore atteint le potentiel qu'elle peut, mais tu regardes quelqu'un comme Jordan Huitema, qui est beaucoup plus jeune, elle est allée direct à Paris, puis tu peux même voir, ça fait quoi, 6-7 mois, ça fait une différence énorme, juste s'entraîner avec les meilleures joueuses dans un environnement professionnel tous les jours au lieu de peut-être au niveau universitaire où c'est un peu plus relax, c'est quand même un bon niveau, il y a beaucoup de bonnes joueuses, mais c'est pas du tout la même chose que professionnel. Et je pense bien sûr les joueuses comme Huitema quand elles sont bonnes comme ça, c'est un peu comme Davies sur le côté masculin, ils vont se trouver au top. Mais pour les gens comme peut-être Fleming ou d'autres qui se trouvent à des programmes universitaires qui sont dans ce milieu, quand elle avait 16 ans, elle jouait à Coupe du Monde. Imagine si elle jouait professionnellement déjà au Canada avec un club local, comme je pense qu'elle vient d'Ontario. Elle jouait avec un club canadien à Ontario de façon professionnelle. Tout d'un coup, elle a 18, 19 ans. Elle n'a pas besoin juste forcément à l'université pour jouer. Elle peut aller peut-être progresser en Europe de façon plus naturel que faire ses 4 ans et puis maintenant on est là. Fleming, je pense qu'elle va être une superbe joueuse. Elle est trop jeune pour dire qu'elle a manqué son potentiel, mais je dis juste là, peut-être il y a une opportunité manquée qui aurait été pu un peu aidée par une ligue. Et je suis d'accord avec Hadi, c'est primordial, mais en même temps, il faut être réaliste. Les coûts, c'est pas du tout facile à aborder. Il faut assurer qu'il y a l'intérêt des partisans pour que les stades se remplissent. C'est pas juste un coût qui quand même. C'est un coût, on espère qu'ils investissent, mais quand même, je comprends le point de vue que c'est pas du tout facile de le faire maintenant, mais je pense le plus tôt qu'on le fait, le plus tôt qu'on va se bénéficier, parce que regarde le Mexique par exemple, leur ligue, ça fait quand même une grande différence avec leur qualité. Je pense dans 5-10 ans, on va voir la différence que ça fait d'avoir une ligue mexicaine féminine, et puis je pense que le Canada peut s'inspirer de ça. Et toi, Georges, tu en penses quoi? Par où commencer sans faire fâcher le monde? Je connais ton avis, Georges, je connais ton avis. Je vais te laisser t'exprimer. Je m'excuse. Imagine-toi dire la meilleure joueuse de la France joue à Lyon, les meilleures joueuses en Angleterre jouent à Chelsea, à Manchester City, à Arsenal, les meilleures joueuses au Canada jouent au Valley Forge FC. Juste dire ça n'a pas de sens. Je pense que la CNPL va bien servir pour préparer la relève, les jeunes, avoir un niveau relevé pour les joueuses de 17, 18, 19 ans qui peuvent espérer jouer pro sans l'université.
mais je pense que nos meilleures joueuses doivent aller jouer en Europe, dans des ligues structurées, dans des ligues organisées, vivre comme des professionnels, pas avoir à travailler 3 jobs, puis jouer du soccer la fin de semaine, puis avoir 2 autres emplois pour gagner leur vie. Je pense, avec 3 clubs de la MLS au Canada, je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas un des 3 qui peut acheter une franchise de la NWSL, comme font les équipes aux États-Unis. De plus en plus, on voit des partenariats entre l'équipe masculine de la MLS et l'équipe féminine dans le NWSL. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec une équipe? Que ce soit Toronto, Montréal ou Vancouver, on regroupe 10, 12 des joueuses d'équipe nationale qui jouent ensemble 8, 9 mois par année. Et ensuite, la CanPL va faire la troisième tertiaire de la relève. Ça vient ça. Je suis d'accord avec toi, Georges. Je dis pas que les meilleures joueuses vont devoir jouer en CanPL. Je pense pas, la CanPL féminine, je pense pas que c'est ça le but. Je pense que c'est quand même intéressant qu'on ait un peu comme la CanPL masculine, que nos jeunes joueuses aient un endroit professionnel où jouer. Parce que maintenant, il y a beaucoup de joueuses, j'en suis sûr, je connais pas, tu devrais en connaître beaucoup mieux, beaucoup plus que moi, mais j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de joueuses qui arrivent à 17, 18 ans ou 16 ans, qui se disent, bah écoute, non, j'ai pas envie de déménager pour continuer à jouer au foot. Donc, elles arrêtent le foot, elles font des études universitaires dans un autre domaine, et puis that's it. Tandis que si jamais tu avais des équipes ici au Canada, ben peut-être qu'à ce moment-là, elles auraient continué à jouer professionnel. Elles auraient vu un certain avenir professionnel avant d'aller en Europe, après, à l'âge de 20, 21, 22 ans, après qu'elles aient joué 3-4 années en CanPL féminine. Donc, je suis d'accord avec toi que oui, c'est sûr que les meilleures joueuses, à un moment donné, vont devoir aller en Europe parce que l'Europe est là depuis quelques années. Il y a des structures beaucoup plus précises. Je suis complètement d'accord avec toi, mais il faut que ces jeunes joueuses-là arrivent à s'exprimer en premier. Et maintenant, les seuls moyens qu'elles aient à s'exprimer, c'est d'aller en NWSL. Ça, c'est les filles qui sont prêtes à faire ce genre de saut-là, ou les filles comme Jordine Huitema qui a complètement lâché l'école pour aller au Paris Saint-Germain. J'aimerais aussi mentionner que Huitema, depuis qu'elle a été au Paris Saint-Germain, Alexandre a mentionné sa progression. Je veux même dire, elle a même marqué un but avec le Paris Saint-Germain. C'était contre Dijon en septembre, le 15 septembre. Elle avait marqué dans une victoire de 4-0 du Paris Saint-Germain. Donc, Huitema commence, c'est pas qu'elle joue pas, hein, elle a 18 ans, elle joue, elle est là. C'est sûr que bien évidemment, sa coéquipière, que ce soit à l'équipe nationale ou que ce soit en club, Ashley Lawrence l'aide beaucoup aussi. Donc c'est quand même intéressant de faire ce saut-là, mais c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'une CanPL féminine pourrait aider certaines joueuses à prendre ce choix-là. Mais il y a réalité financière. Ouais, ça c'est vrai. Pour jouer dans la Ligue élite au Québec, pour voyager de Montréal à Québec, ou Montréal à Sherbrooke, ou Montréal à Trois-Rivières, ça coûte presque 1000 $. Des jeunes payent 1000 $ pour jouer dans la Ligue élite. Pour jouer dans la Ligue semi-pro au Québec, où tu voyages presque pas, ça coûte rien, puis il y a 50 personnes qui vont voir les matchs. Comment une équipe de Montréal va aller jouer en Vancouver dans la CanPL? Mais je suis d'accord. C'est énorme. Je suis d'accord, mais ça a été fait en CanPL masculine, peut-être une entente entre les deux. Je veux pas rentrer dans ce sujet-là. Je suis d'accord que c'est difficile. Je suis d'accord qu'il faut réfléchir à ça comme il faut. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je parlais point de vue juste sportif. Je voulais pas rentrer dans le côté financier. Oui, mais... C'est vrai qu'il y a un gros problème là, bien évidemment. Mais la réalité, c'est que les finances contrôlent la réalité en ce moment. Alors, il faut dire, est-ce qu'on veut investir dans la masse ou on veut investir dans l'élite? Puis les meilleures joueuses canadiennes qui jouent dans la NWSL, leur salaire est quand même payé par Canada Soccer. Ouais, ça j'en ai entendu parler, mais c'est quoi? C'est une proportion du salaire qui est payé? C'est tout. C'est que dans le passé, avant la ligne de NWSL, les joueuses qui étaient dans le programme olympique et le programme national étaient des athlètes cardés. Donc, ils recevaient un salaire de Canada Soccer puis on the podium. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le Canada envoie une liste à NWSL, dit voici les 10 ou 12 joueuses que nous, on subventionne leur salaire. Donc, qu'on paye leur salaire pour qu'ils jouent à Houston ou qu'on paye leur salaire qu'ils jouent à Vancouver, ça ne coûterait pas plus cher. Sauf que les 10 ou 12 joueuses qui jouent dans diverses équipes dans la NWSL joueraient tous ensemble. Et ils pourraient être entraînés par un entraîneur local. Puis ils pourraient avoir un partenariat avec l'équipe nationale. Ben, c'est ça. Mais honnêtement, l'affaire de les rassembler, c'est ce qu'on avait dit pour le Toronto FC
au niveau masculin, puis c'était un rêve qui s'est jamais accompli. Ces histoires de les rassembler, les joueurs dans un même club, j'y crois pas trop parce que, ben, tu l'as dit toi-même, il y a l'Europe, je pense que les meilleurs vont quand même aller dans les meilleures ligues. Donc, C'est normal, c'est ouais, normal. je pense qu'avoir une ligue, c'est sûr qu'il y a la réalité financière, puis on disait la même chose pour le côté masculin aussi. Mais, Euh, mais est-ce c'est quoi, que... excusez, Oui. c'est quoi selon, si vous suivez un peu le soccer féminin, c'est quoi le meilleur club féminin au monde? L'Olympique Lyonnais. Combien de joueuses de l'équipe nationale France jouent à Lyon? Très bonne question, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Une grande majorité. Ouais. Donc, imagine-toi si nous, on faisait la même chose avec le FC Vancouver. Ben pourquoi pas? À terme, Georges. On n'est pas en train de dire dans 2 ans. On est en train de dire à terme, dans 10 ans. Mais en premier, pour pouvoir arriver là, il faut que tu construises ta ligue. C'est un peu comme ce qui s'est passé, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, où ils ont commencé à mettre des fonds au fur et à mesure. Les ligues existent depuis 5-10 ans. Et puis c'est juste maintenant qu'on commence à avoir les fruits de tout ça. Mais j'aimerais juste entendre Alexandre s'exprimer par rapport à ça, parce que ça fait un bout qu'on l'a pas entendu. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là, là? Ben, juste une question que vous pouvez répondre après. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez c'est le plafond d'une ligue canadienne? Parce que du côté masculin, c'est beaucoup différent, je trouve, parce que la CanPL, quand ils se sont créés, ils sont en train de compétitionner comme des ligues, comme même la MLS, c'est 25 ans d'histoire, l'Europe, c'est des centaines d'années, mais dans le circuit féminin, beaucoup de ces équipes sont nouvelles, même les grands clubs en Europe, ils s'investissent, le Real Madrid, ils vont avoir un club féminin, juste pour un exemple. Alors, je me demande juste pour le plan canadien, quand cette ligue se crée, je pense que c'est quand même, c'est pas... J'aurais pas tort à dire que je peux imaginer cette ligue, peut-être pas dès de la première journée compétitionner avec la NWSL ou avec l'Europe, mais je pense qu'ils sont pas trop en retard, par exemple, à un CanPL masculin, où je pense que le plafond, c'est pas vraiment... Ils ont pas beaucoup, à cause du temps qu'ils ont créé la ligue, ils n'ont pas le même plafond qu'une ligue féminine. Où s'ils prennent ces meilleures joueuses canadiennes, des meilleures joueuses même qui sont en Europe, qui veulent au lieu d'aller en NWSL, ils veulent aller en CanPL. Et je pense que, bien sûr, question d'argent, ça rend ça difficile tout le temps. C'est normal de parler de façon finance, mais je pense sur le plan sportif, il y a quand même le plafond pour une ligue féminine peut être haute, et puis ça peut même un jour compétitionner avec des autres ligues parce que ces autres ligues sont nouvelles. On voit ça avec des nouvelles ligues qui se sont créées. Déjà, la ligue espagnole, elle n'est pas trop vieille, non, mais elle commence à déjà compétitionner avec les ligues plus établies, et je pense que le Canada peut faire ça, mais peut-être c'est pas réaliste. Alors je suis curieux juste de savoir ce que vous pensez. Ben, moi, je pense qu'au bout de 5 à 10 ans, on serait capable de compétitionner. Je dis pas être meilleur et une des meilleures ligues dans le monde, mais au moins à ce qu'il n'y ait plus cet écart extraordinaire entre le néant et entre rien du tout et des ligues en Europe. Après, ce sera pas, on verra jamais au bout de 10 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, on verra par exemple, comme Georges aime le mentionner, Valley Forge FC compétitionner avec l'Olympique Lyonnais, c'est très possible. Après, je pense pas que ce sera avant une dizaine d'années. Mais pour ça, il faut commencer. Si tu n'as pas commencé, on le saura jamais. Puis, si jamais on pensait comme ça, pourquoi la CanPL masculine aurait existé? Parce qu'aussi, rattraper la Ligue 1, la Premier League, la Liga aussi, c'est presque impossible. Mais d'un autre côté, on l'a quand même fait et on voit le bon côté de cette ligue-là. Bref, je ne veux pas ouvrir le débat masculin, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été fait au masculin peut être fait au féminin. C'est sûr qu'il y a moins de foule, il y a moins de monde qui suivent le soccer féminin, mais si jamais tu es capable de le faire marcher d'un point de vue financier, quelle que soit la manière, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si tu es capable de le faire marcher, c'est ça le plus difficile, moi je trouve que c'est important qu'on y aille et qu'on le fasse. Donc ça c'est mon point de vue. Oui, mais pour rapport au plafond, le CanPL n'a jamais visé être rival avec la Ligue 1 ou la Liga ou la Premiership. La CanPL s'aligne comme étant une équipe de deuxième division, une ligue de deuxième division, une ligue de réserve. Pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, ça.
Non, c'est pas du C'est tout le plutôt mandat. Le ligue. mandat, le mandat, c'est d'être une première division au Canada, c'est pas d'être une réserve ou quoi que ce soit. Au contraire, la Ligue est clairement Ah, contre l'idée de toute réserve. Ils veulent même pas que les joueurs puissent être prêtés et rappelés. C'est pas du tout l'ambition de la Ligue. je suis Mais je d'accord. comprends ton point. Je comprends ton point, c'est que toi, tu veux dire que au niveau féminin, comme il y a beaucoup moins de ligues dans le monde, la Ligue canadienne, une Il va éventuelle Ligue comparer. canadienne pourrait monter beaucoup plus rapidement. C'est ça que tu veux Mais, dire? oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Canada Soccer paye déjà 12 salaires professionnels de joueuses. Donc, Ouais. si une des 3 équipes de l'MLS avait une franchise, il n'aurait pas à payer 12 des salaires, serait déjà payé par le Canada Soccer. Donc, financièrement, c'est un investissement facile à faire à court terme. Mais moi, honnêtement, je suis contre le fait dans une équipe nationale, dans un sport d'équipe, tu l'as dit toi-même, c'est bon de renouveler l'effectif et tout. Si tu payes le salaire de 10 joueuses, c'est comme si tu es obligé de les convoquer chaque match. Alors qu'une équipe nationale, ça doit tenir compte de la forme du moment. C'est comme tu as dit, Herdman, c'est ça qu'on apprécie de lui. Puis d'ailleurs, il le fait au masculin maintenant. Et Non, puis, mais oui. il ne paye pas les mêmes 10 joueuses. À chaque année, il refait sa liste. Ah, Donc, ok. à chaque année, il donne une liste à la NWSL. Voici les 10 ou 12 joueuses que nous, on va subventionner cette saison. Puis l'année d'après, ils vont refaire l'exercice. Alors, l'argent, que tu fais l'argent comme ça ou te donnes le même montant à une équipe de NWSL au Canada, le montant global reste pareil. Comment tu l'investisses après, c'est différent. Mais peu importe. Mon point, c'est que si on veut être meilleur, il faut qu'on joue contre les meilleurs. Après, on veut développer le bassin. C'est sûr qu'il faut avoir un bassin plus grand. Il faut avoir des opportunités pour les joueuses de 17-18 ans qui ne voient plus de futur dans le foot, de pouvoir peut-être jouer, même un semi-pro leur donne un petite chance de rêver à quelque chose de plus intéressant. Mais la réalité, Yves Lévien a joué dans le plus haut niveau en Amérique du Nord, dans la NWCA, puis il a 0 chance à l'équipe nationale. Ah, Si ben un joueur- ça, je comprends vraiment pas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas compris comment Evelyne vient. Je l'appelle souvent Émilie, donc si jamais je l'ai Ouais. dit à un moment donné, Émilie, je suis vraiment désolé. Ouais. Je sais pas pourquoi je me trompe entre Émilie et Evelyne, mais Evelyne vient pour moi, elle devait avoir sa chance dès maintenant. Bref, je pense que il y a beaucoup de joueuses qui, dans ce cas-là, je suis pas quelqu'un qui suit les joueuses en Ontario ou dans les autres provinces ou même en Colombie-Britannique. Peut-être qu'Alexandre pourrait nous en parler des petits jeunes joueuses qui auraient pu avoir leur chance. Ben, au Québec, c'est Evelyne Vian. Donc, Alexandre, Non. est-ce qu'il y a une joueuse, une jeune joueuse qui aurait dû avoir sa chance et qui n'a pas été choisie, qui a été snobée comme Evelyne Vian au Québec? Bon, je pense que les grandes, c'était Oitma et puis Grosso, et ils ont été convoqués. Je Ok. pense. Ouais, à part ça, il n'y a pas trop de grands noms qui sont sortis pour le moment, mais je suis sûr que dans 5-6 mois, ça va changer. Mais dans cette génération, c'était vraiment Oitma et Grosso. Je pense qu'ils sont des 2001. Alors, ouais, c'est ça. Ok. Puis, il faut tenir en compte que si on regarde chez nous, au Québec, il y en a une douzaine de joueuses québécoises qui jouent dans des ligues pro en Europe, puis n'ont jamais joué pour l'équipe nationale senior. Ils n'ont même pas eu d'appel. Geneviève Richard. Ouais. Il Geneviève y en a qui ont Richard. il y en a qui ont eu des appels et qui ont été snobés après, comme Vanessa Gilles. Elle a été snobée juste après. Non, mais bon. il y a des joueuses qui n'ont même pas été appelées. Ou ils ont Ouais, été... je sais. Valérie Sanderson, Amandine Pierre-Louis, Geneviève Richard, les Levasseur, Evelyne Vienne. Il y en a plein. Si tu fais la fouille dans les ligues pro en Europe, tu peux en trouver plein de joueurs. Ariel Petitclerc, qui a joué à l'Université de Laval, qui joue en France depuis 3-4 ans, ils n'ont même pas une chance. Ils n'ont même pas été invités une seule fois. Ouais. C'est le temps. Les 3 prochaines années, c'est le temps de faire des essais. Puis pour moi, l'étape numéro 1, c'est trouver un entraîneur avec qui le groupe va progresser d'ici les 3 prochaines années. Puis je ne suis pas convaincu que le coach actuel, c'est le bon choix. En tout cas, regardez, on va se pencher vers l'avenir. On a reçu de bonnes chances pour les JO de Tokyo. Et je pense que pour aujourd'hui, ça va clore l'épisode. On a eu une discussion très animée sur le soccer féminin. Je pense que ça augure bien pour la suite. On aura l'occasion de s'en reparler pour les JO. Je crois qu'Hadi, tu avais une nouvelle pour l'équipe nationale masculine.
Oui, ben c'est ça, c'est à l'érable. On va rester à l'affût, bien évidemment, de tout ce qui se passe au Canada. On a demain, on est aujourd'hui le 13 février, c'est là où on enregistre. Demain, le 14, le jour de Saint-Valentin, ben, ça a l'air que notre ami John Herdman était très intéressé par faire une annonce, une conférence de presse qui va se dérouler. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que qu'il va enfin présenter un match amical. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. Et l'équipe Canada, on va voir, parce qu'on sait qu'elle est encore en quête pour le Hex. Donc, ces matchs amicaux-là sont extrêmement importants pour essayer de rentrer, de finir à la 6e place. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer avec cette conférence de presse-là. Effectivement. Et je voulais vous demander comment on peut vous joindre. Avant tout, je voulais vous remercier, Georges et Alex, pour votre présence aujourd'hui. C'était super apprécié. On a eu, honnêtement, c'est la première fois que je participe à un débat aussi animé, assez l'érable. C'était vraiment plaisant. Alex, que tu peux nous dire comment te joindre sur les réseaux sociaux, présenter ton site web pour que les gens qui seraient intéressés puissent te suivre? Ben, pour mon site web, c'est btsvancity.com. C'est un site web, on couvre principalement les Vancouver Whitecaps parce qu'on est basé à Vancouver, mais on couvre la CanPL, les équipes nationales féminines, masculines, les deux, on couvre tout ça et puis ça se retrouve tout sur le site. Puis le Twitter du site, c'est btsvancity, @btsvancity, puis le mien, c'est @AlexGanguay-Ruzic sur Twitter. Alors, tu peux me retrouver là. Merci, Alex. Et Jorge Sanchez, comment on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Oui, sur Twitter, vous pouvez me trouver à JOSanchez65. Et puis aussi, sur mon bio Twitter, il y a mon lien vers mon blog où je fais divers articles sur le soccer en général, sur le coaching et bien sûr sur le soccer féminin et tout qui est le sport au féminin. C'est parfait. Et Hadi, un petit rappel? Ouais, ben c'est ça, moi toujours à Commercial Soccer en Folie. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et puis c'est ça, très content d'avoir pu parler avec Alex et Georges. On a dû couper l'épisode un peu, mais je suis sûr qu'on on aura d'autres discussions. On vous réinvitera une autre fois. Ça a été vraiment passionnant. Oui, et merci à vous. C'était pour de vrai, j'ai bien aimé le débat. C'est sûr qu'on aurait pu continuer pendant des heures. Je vois qu'on on avait du contenu, là, on avait du contenu. Puis moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, Alex et Georges, c'est @soccercanadien. Donc, je suis toujours disponible. Alors, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.